avec Nicolas Bardou de Vinci Autoroute, Amandine Autré de l'entreprise Astre, la coopérative, tu nous expliqueras, et puis Caroline Schild du groupe Picoty. On va parler lors de cette table ronde donc, de transformation, on va parler de changement pour faire face à ce défi immense dont on a bien pris conscience, si on n'était déjà pas conscient de ce défi qu'on avait face au changement climatique et écologique. Le transport, on vient de le voir juste avant, ça représente une part extrêmement importante, plus de 35% de l'impact sur les gaz à effet de serre et de l'impact écologique au global. Et en tant que... Donc je suis David Chapon, directeur d'un organisme de formation qui s'appelle 100 leaders pour la planète, où on est, et je me rapproche pour la captation, où on est, justement, on ne peut pas ne pas être rester indifférent, bien sûr, face aux enjeux sur la mobilité et le climat, et aux enjeux qu'ont des personnes de mener la transformation de ces organisations. On a vu pas mal de questions tout à l'heure, et le but, c'est aussi de se garder du temps pour échanger tous ensemble et poser vos questions à des personnes qui sont justement en charge de mener cette transformation avec tous les défis que ça regroupe, qui sont multiples, pour ne pas dire presque infinis, technologiques, humains, culturels. Et pour initier cette table ronde, j'aimerais d'abord te donner la parole, Caroline, déjà pour que tu te présentes. Donc tu es directrice de la transition et du développement durable chez Picoty, et également te demander pourquoi Picoty est partenaire d'un événement comme Tech for Climate. Alors, bonjour à tous. Je m'occupe de la transition et du développement durable, effectivement, chez Picoty. C'est une lourde tâche. Picoty, c'est une entreprise historiquement née dans des produits fossiles, qui vend de l'énergie. Une entreprise familiale et centenaire qui a un gros challenge. Donc, on est face à un mur. Je ne sais pas qui parmi vous était là ce matin, si vous pouvez lever la main. Ouais. Une petite moitié de l'Assemblée. Si vous avez été là à la table ronde précédente, effectivement, on se rend compte, il y a des défis technologiques qui s'offrent à nous, et puis il y a des défis comportementaux. Et moi, je suis dans l'entreprise pour essayer de pousser les deux. Donc on a mis beaucoup d'énergie, et là je parle d'efforts et de ressources humaines, pour développer les alternatives bas carbone. Et on met aussi beaucoup d'énergie pour essayer de transformer les humains, les compétences et notamment la résistance au changement. Et l'événement Tech for Climate, pour répondre à ta question, David, c'est pour faire écosystème, c'est la baseline de l'événement. L'idée, c'est d'embarquer le plus grand nombre, donc de montrer qu'on se transforme et d'expliquer comment c'est de l'intérieur, et vous parler des coulisses de la transformation avec sincérité, de vous expliquer les freins qu'on rencontre. Mais j'ai pour habitude de dire que si nous, Picoty, on s'y intéresse avec tous nos partenaires, eh bien, si on a le courage de regarder le mur qu'on a en face de nous, alors vous devez tous le regarder. Et c'était un peu l'objectif de cette journée. On est très fiers d'avoir rassemblé des partenaires, des clients, des fournisseurs, des concurrents même autour de la table. Et voilà, et ça reflète la vraie vie, et je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera. Oui, Caroline, donc tu évoques vraiment l'engagement, on le sent quand tu parles, qui est nécessaire pour mener la transformation. Si on peut entrer peut-être par hasard dans des métiers de transformation, de RSE, de développement durable, de transition sans charge, je pense qu'on n'y reste pas par hasard. Il faut vraiment cet alignement tête, cœur, corps, voilà, dont on a beaucoup parlé. Donc on le sent bien. Amandine, est-ce que tu peux te présenter ton groupement, et peut-être aller justement sur la naissance de l'envie de relever le défi dont on parle aujourd'hui. Parfait, j'y vais. Bonjour à toutes et à tous. Donc Amandine Autré, je suis directrice RSE QSE au sein du groupement Astre.
Astre, en quelques mots, eh ben, c'est un écosystème, donc ça tombe bien qu'on soit là. En fait, on est une coopérative, 160 entreprises qui font du transport routier de marchandises en Europe. Le groupement existe depuis 32 ans. Au départ, l'ambition, c'était de faire du partage de fret et puis de développer des services en commun, alors que ce soit au niveau des achats ou voilà, quelques services en commun. Nous, ce qu'il faut noter, ce qui est précisé dès le départ, c'est qu'en fait, comme nous sommes une coopérative, on fonctionne énormément avec des notions de solidarité, d'entraide. Chaque chef d'entreprise a une voix et on a des élections régulières pour organiser notre gouvernance. Donc c'est en ce sens où effectivement on est un écosystème un peu particulier. Alors la transformation, mon retour d'expérience, en fait aujourd'hui, moi je suis là pour ça, pour vous parler un peu de la transformation qui a été menée en interne. Nous, on a fait focus sur notre enjeu prioritaire qui est la décarbonation. On a plein d'autres enjeux, on a du boulot immense. Mais voilà, on a fait un focus sur cet enjeu-là au départ. Et ça serait intéressant de revenir, et puis on va aller ensuite sur les projets, comment on met tout ça en œuvre. Mais est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur, d'où vient l'énergie, comment on démarre, on initie, est-ce qu'il y a des moments clés? Ouais. Nous, on a eu une étincelle mobilisatrice, on va l'appeler comme ça. Les transporteurs, bien évidemment, sont au fait du réchauffement climatique. Ils ne vivent pas dans une bulle, voilà. Maintenant, il fallait quand même, avant qu'on travaille sur ce sujet-là, qu'on soit certain que tout le monde comprenne bien ou recomprenne bien, et puis que ça nous fasse un top départ. Donc là, en fait, le moment dont je vous parle, c'est 2021. Donc on va remonter un petit peu dans le temps. En 2021, pour travailler sur ce sujet-là, en fait, tous nos chefs d'entreprise, les 160 adhérents du groupement Astre, ont fait une fresque du climat. Et là, le résultat, il a été un peu au-delà de nos espérances. En fait, on a avancé petit pas par petit pas. C'est-à-dire que tout le monde a dit « Ok, c'est bon, j'avais oublié des trucs, mais maintenant, je sais comment ça se repasse. Voilà, réchauffement climatique. Et demain, Amandine, qu'est-ce que je fais dans mon entreprise ?» Ah, t'en es déjà là. Voilà. Donc, voilà, nous, on a eu une construction qui était petit à petit et qui a marché assez vite. Avec l'envie d'agir. Une sensibilisation, une vraie prise de conscience de l'organisation. Nicolas, pareil, je vais te laisser te présenter Vinci Autoroute, et puis c'est intéressant si tu nous dis effectivement, tu nous parles aussi de prise de conscience. Alors, merci pour cette invitation sous l'angle du témoignage qui est un angle assez intéressant et assez inhabituel. Donc merci pour cette opportunité. Donc Nicolas Bardou, j'ai plusieurs fonctions dans le groupe Vinci et chez Vinci Autoroute en particulier. Je suis directeur technique d'une des sociétés concessionnaires de Vinci, qui est Cofiroute. Je suis directeur technique des mobilités décarbonées de Vinci Autoroute, et je suis directeur général d'une filiale du groupe qui s'appelle EasyCharge et qui travaille sur la mobilité électrique. Alors, j'insiste, non pas par flatterie, mais parce que finalement, cette présentation illustre aussi la transition que le groupe Vinci et que Vinci Autoroute en particulier est en train de connaître. Alors nous, notre élément déclencheur, on peut dire que ça a été peut-être la COP21. La COP21 était un moment où, au niveau du haut management du groupe Vinci, et Vinci Autoroute en particulier, on s'est intéressé sur finalement comment est-ce qu'on pouvait contribuer, puisque la France allait être une vitrine à ce moment-là de la décarbonation et d'une manière générale des sujets environnementaux. Donc la COP21, c'est les accords de Paris en 2015. Exactement. Ce grand texte, ce grand objectif des plus 1,5 degrés, 2 degrés à pas dépasser, dont on a parlé ce matin. C'est exactement ça. Donc ça a été pour nous d'abord l'occasion de se dire où est-ce qu'on en est. Et ensuite, on a vu que, on s'est intéressé à la question, mais on avait aussi des investisseurs qui s'intéressaient à la question et qui nous ont dit, et donc Vinci, vous êtes quand même un grand groupe, ce serait quand même pas mal que vous soyez moteur sur la décarbonation et sur les enjeux environnementaux. Donc là-dessus, le groupe s'est dit, il faut absolument qu'on prenne les choses en main et qu'on mette en place des politiques, des plans d'action pour essayer d'avoir des ambitions fortes. Et c'est comme ça que sont nés les premières, les premiers plans d'action vraiment structurés.
et qui ont été challengés au fil de l'eau. Les grands enjeux, évidemment, étaient d'abord la décarbonation, et j'y reviendrai plus largement, puisque on va dire que c'est le fil conducteur de notre table ronde. Mais il y avait d'autres enjeux qui sont, par exemple, la préservation de la ressource en eau ou la biodiversité, qui sont aussi des sujets qu'on a intégrés à nos plans. Merci. Caroline, donc Picoty, c'est un groupe historique en France sur la distribution de produits issus du pétrole. Comment on aborde la transformation d'un tel groupe? Alors, en fait, il faut un sursaut, je pense, au départ. Effectivement, l'étincelle, le déclic dont tu parles. Personnellement, c'est une période de chômage avant d'intégrer le groupe Picoty. J'avais déjà conscience, en fait, j'ai un héritage qui m'oblige. Je suis également actionnaire de l'entreprise Picoty, l'aîné de la 4e génération. On vit à la fois une transition énergétique et une transition générationnelle à la tête de Picoty. Donc c'est à la fois, on pourrait penser un frein, mais aussi une opportunité d'un nouveau récit. Et donc, tout en étant dans la continuité, tenter de changer le métier en profondeur. Donc, d'abord, il y a eu plein d'interrogations. Je me suis formée, j'ai beaucoup lu, pas autant que le chercheur de ce matin, mais déjà trop pour pouvoir encaisser plus. Et puis, j'ai participé à la Convention des entreprises pour le climat. Ce qui a été pour moi une vraie transition intérieure. Et je dirais que la transition a tellement été forte, puissante en moi, qu'elle m'a donné l'énergie. Je parle souvent de feu sacré, de foi quasiment, parce qu'on prend tellement de portes, de freins, de résistance au changement quand on veut changer quelque chose de cette ampleur, qu'on a intérêt d'être bien ancré. Et donc, ce parcours apprenant, agissant de la Convention des entreprises pour le climat, qui a aujourd'hui des émanations territoriales, si vous ne connaissez pas, je vous invite à suivre le mouvement sur LinkedIn. Il en existe plein d'autres et je vous invite à prendre le temps de la formation. Mais effectivement, c'est ce qui a généré cette énergie du changement chez Picoty. Donc, en tout cas, on voit de commun une prise de conscience à chacun dans vos organisations. Et puis après, pour combattre, on en a parlé aussi, cette fameuse dissonance cognitive, s'aligner et pas tomber dans l'éco-anxiété. Il y a cette nécessité, et tu parles de foi, Caroline, je pense que ça traduit bien cet enjeu vital de passer dans l'action, de transformer vous-même vos organisations. Et donc là, ça veut dire, tu as parlé de porte, mais ça veut dire mobiliser de partout, à tous les niveaux. Et c'est là qu'on rentre dans le dur. Et puis on rentre en plus dans des contraintes économiques. Est-ce que, Amandine, tu aimerais nous parler justement de comment la transformation, vous la menez? Pardon, pas Caroline, Amandine, c'est ça? On se regarde. Effectivement. Alors, comment on l'amène? En fait, une fois qu'on a fait cette... oh, super de l'eau, merci. Une fois qu'on a fait cette étincelle mobilisatrice, merci beaucoup, en fait, il fallait cadrer les choses. C'est super que tout le monde ait envie, mais maintenant, on le fait comment? On le fait pour qui? On le fait avec qui? Enfin, il y a un moment, il faut quand même un petit peu cadrer tout ça. Et en fait, nos fresques du climat, nous, on a eu la chance de les faire avec Cédric Ringenbach. Et puis on est toujours resté en contact avec lui. Le fondateur, le créateur de la fresque du climat. On est resté en contact avec lui. Et en fait, à un moment, avec son cabinet Blue Choice, il avait besoin d'entreprises volontaires pour tester un nouvel atelier basé sur le PTEF, plan de transformation de l'économie française. Donc, bien sûr, on était d'accord. On a fait cet atelier et on est ressorti en ayant de nouveau en tête les 5 leviers de la décarbonation du transport, report modal, massification, etc. Voilà. Mais surtout en se disant, non mais c'est bien sûr une évidence, il faut vraiment qu'on le fasse, il faut vraiment qu'on mette toutes nos parties prenantes autour de la table. L'atelier s'est terminé à midi. À 14h, on avait un conseil d'administration. Il a été décidé que 9 mois plus tard, on ferait cet événement
Voilà, on a mis un petit peu la charrue avant les bœufs, la SMI avant le moteur. Voilà, mais bon. Et après, on a construit tout ça, en fait. Ok, donc il y a eu une prise de conscience, l'énergie, puis catalysée en embarquant, avec l'assentiment, plus que l'assentiment, le comité de direction, enfin la direction qui est moteur sur le sujet. Nicolas, est-ce que tu peux nous parler de ce que fait Vinci Autoroute, nous parler de vos projets de transformation? Oui, absolument. Alors, donc Vinci Autoroute, si je reprends le point où j'étais juste avant de mon précédent propos, Vinci Autoroute donc, a mis en place cette politique avec cette trajectoire, dans un premier temps, en regardant principalement nos besoins et nos émissions, un petit peu comme la plupart des entreprises commencent à faire quand elles s'intéressent au sujet. Et assez vite, on est arrivé à la conclusion que c'était finalement pas très ambitieux, pas très intéressant, parce que finalement l'enjeu d'un concessionnaire autoroutier, c'est pas tellement sa consommation en propre, c'est plutôt la consommation, l'empreinte carbone et les émissions de la construction de ces autoroutes d'une part. Et alors là, c'est très bien, puisque ça rejoint les enjeux du groupe Vinci, qui est dont la construction est évidemment l'activité essentielle, mais également et surtout la décarbonation de nos usagers, des clients de l'autoroute. Et en avançant sur ces réflexions, on a assez vite acquis deux convictions. La première, c'est que finalement, on était à un rôle charnière et que si on n'était pas proactif sur le sujet, vraisemblablement, il ne se passerait pas grand-chose, ou alors ça risquerait d'avancer vraiment très lentement. Et la deuxième conviction à laquelle on est arrivé, c'est qu'on ne pourrait pas le faire tout seul. Parce que finalement, le sujet nous dépasse dans la connaissance des enjeux, des problématiques, dans la définition des solutions et dans la mise en œuvre de ces solutions. Et donc, on a commencé à réfléchir avec les différents acteurs, les différentes parties prenantes du système, de façon à pouvoir définir d'abord des objectifs et ensuite valider leur faisabilité, aussi bien en termes de faisabilité technique qu'en termes de faisabilité économique et qu'en termes de trajectoire temporelle. Voilà. Et c'est tout ça qui a été mis en avant et qui aujourd'hui est décliné. Alors on parle beaucoup de décarbonation, c'est quand même le fil rouge de cette transformation. Caroline, comment on met en place un plan de transformation, à commencer par, je pense, par mesurer l'empreinte d'un groupe, qui plus est d'un groupe, ça signifie plusieurs filiales, plusieurs entreprises. On a commencé par compter ce qui compte vraiment, et notamment dans une activité comme la nôtre, notre plus gros caillou dans la chaussure, c'est le carbone, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises donc à la combustion des produits qu'on vend. Donc, sans grande surprise, notre bilan carbone à 99,6%, je crois, est sur ce qu'on appelle le scope 3. Pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est les émissions indirectes, et notamment dans les émissions très indirectes, il y a l'utilisation qui est faite de nos produits, et donc nous, c'est la combustion. Donc en gros, évidemment, on va décarboner notre scope 1 et 2, et comme vous tous, on va décarboner notre flotte automobile et faire attention à la performance énergétique de nos bâtiments. Mais le scope 3, on va dire qu'on sent bien qu'on a une responsabilité importante sur le marché d'aider la transition énergétique de nos clients. Et on a compris qu'on ne réussirait notre transition énergétique que si on arrivait à aider nos clients à faire la leur. Donc, on a fait notre bilan carbone jusqu'au scope 3. Aujourd'hui, on a défini, donc il y a 2 ans, notre plan de décarbonation, mais qui, somme toute, était une série d'intentions, toutes aussi louables les unes que les autres, que le directoire nous a validées. Mais on avait juste oublié un truc, c'était de le chiffrer.
et de le planifier. Et je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont tankées là, à ce stade. J'en ai beaucoup parlé avec les gens qui nous ont accompagnés pour faire notre bilan carbone. On s'est même un peu senti abandonné à la fin. Voilà. Et maintenant, so what ? Donc, on a évidemment mis les efforts, les ressources humaines qu'il fallait sur les alternatives bas carbone. Et là, on a poussé fort. Donc, ça, c'était dans nos cordes. Et je vais dire, donc, en fait, sur le développement d'alternatives bas carbone, donc d'énergie de substitution, je dirais qu'on est plutôt doué et on pousse fort. Là où c'est plus compliqué, c'est sur la sobriété. C'est quelle est notre responsabilité de distributeur. On en parlait à la table ronde précédente sur faire comprendre à nos clients qu'ils doivent consommer moins. Donc là, effectivement, on se tire un peu une balle dans le pied. Hein. C'est comment on vous aide, nous, distributeurs d'énergie, énergéticiens, à consommer moins. Donc là, c'est un vrai challenge. Donc en fait, on a chiffré, donc on est en cours de chiffrage et planification, là pour le coup, en termes de volume, de marge brute, de CAPEX et d'OPEX. Donc là, on est vraiment rentré dans le dur. On est sorti des intentions philanthropiques presque, et on rentre dans le dur de comment on peut opérationnaliser la trajectoire bas carbone, c'est-à-dire comment on opère le transfert de masse, à quel rythme on peut se désengager des fossiles pour pousser fort sur les alternatives bas carbone. Oui, donc le bilan carbone, c'est chez vous tous, bien sûr, un outil, un moment très important pour commencer à planifier. Autour de ça, il y a un cadre réglementaire, il y a les contraintes économiques. Amandine, est-ce que tu veux nous en dire un mot ? Ouais, alors on a déjà entendu des mots particuliers ce matin, CSRD et compagnie. Effectivement, il y a des éléments réglementaires en fait que nous on utilise pour engager justement toute la chaîne, y compris nos clients. C'est-à-dire que si on reprend la CSRD ou le bilan carbone qu'on a mentionné juste avant, nos clients aussi ont des obligations par rapport à ça. Et en fait, nous, on veut leur faire comprendre que si on est une dynamique commune, que si nous, on utilise pour faire les transports de marchandises soit des carburants qui sont moins émetteurs, soit on arrive à massifier davantage, soit on fait du report modal. Voilà, je ne vais pas vous faire les 5 leviers, mais l'idée, c'est ça. Eux aussi, ils vont avoir des bénéfices. C'est-à-dire qu'au niveau des résultats qu'ils vont publier dans leur CSRD, ce sera forcément mieux, puisqu'il y aura moins d'émissions de GES. Pareil dans leur bilan carbone, puisque le bilan carbone le montre, nous sommes une chaîne en fait. Ce que l'un utilise, ça va se répercuter chez l'autre. Donc nous, on est parti du principe que justement, il fallait utiliser toutes ces réglementations pour montrer à nos parties prenantes qu'il fallait être malin et les regarder d'une certaine façon et que ça pouvait tous nous intéresser à aller dans la décarbonation avec cet œil-là en fait. Nicolas, comment on est malin justement pour aller sur vraiment... planifier l'optimisation de ce bilan carbone et de ce fameux scope 3 chez vous, Vinci ? Alors malin, je ne sais pas, mais non, l'enjeu était effectivement de travailler sur principalement l'électrification du réseau autoroutier, c'est-à-dire de créer les conditions qui permettent aux conducteurs de véhicules électriques d'avoir une solution pour l'itinérance longue distance, et donc de permettre aussi à nos partenaires qui sont les opérateurs de stations-service également de développer ces solutions pour la mobilité décarbonée. Mais d'une manière générale, l'approche que nous avons eue est une approche où on a essayé de réfléchir en dehors des contraintes. C'est-à-dire que si la décarbonation est prise comme une pure contrainte, effectivement, ça allait être vécu d'une manière rigide, dans la résistance et dans la douleur. Ce que nous en avons fait, principalement 2 leviers. Un premier levier, managérial, puisque nous avons souhaité d'une manière très forte associer l'enthousiasme des équipes à ces déploiements. Et de plusieurs manières. Tu parlais tout à l'heure des fresques du climat. J'ai vu en bas un atelier d'automne, etc. Donc on a développé énormément de sensibilisation et de formation auprès des équipes.
Et finalement, on a même été emporté par l'enthousiasme des équipes qui ont elles-mêmes été source d'innovation, d'initiatives très intéressantes. Et le deuxième sujet, puisque nous sommes une entreprise, ça a été d'aligner les enjeux business avec les enjeux finalement environnementaux. Et je vous disais tout à l'heure, j'ai énuméré mes fonctions, non pas par coquetterie, mais tout simplement que la première fonction qui est celle de directeur technique. Bon, on va dire que là, c'est un petit peu les métiers traditionnels de la concession d'autoroute. On ne regarde pas forcément à 360 degrés autour de soi. Directeur des mobilités décarbonées de Vinci Autoroute, là, c'est déjà une approche un peu plus holistique du sujet, où on réfléchit et on planifie. Et directeur général d'EasyCharge, eh bien, c'est comment finalement, avec ces enjeux-là, alors là en l'occurrence en dehors des autoroutes, eh bien, on profite de ce système pour apporter, pour créer des modèles économiques qui permettent de créer de la valeur autour de ces enjeux. Et EasyCharge est une société qui déploie des infrastructures de recharge électrique ou qui conçoit et construit des stations pour des opérateurs. Très bien, merci. Caroline, est-ce que tu peux nous décrire cette transformation chez Picoty? Ça passe par quel type de projet? Alors, c'est compliqué hein, parce que, je vous disais tout à l'heure, on est un groupe centenaire. Notre directeur commercial ici présent est devenu directeur du développement. On lui a toujours demandé de vendre du volume et des marges et de gasoil. Et puis d'un seul coup, on lui demande de vendre moins et idéalement autre chose que ce qu'il a toujours vendu. Donc il faut accompagner ces changements. Beaucoup de résistance au changement un peu à tous les étages chez Picoty. Et donc c'est quelque chose qu'il faut accompagner, expliquer que les gens seront effectivement à la hauteur et qu'on les aidera, qu'on les formera, qu'ils ont tous leur carte à jouer dans cette transformation, dans cette aventure. Et puis on met en place un certain nombre de chantiers de fond qui créent aujourd'hui pas mal de tensions, au moins sur la bande passante, parce que c'est fin du monde versus fin du mois. On continue à être hyper challengé. L'année dernière, on nous demande de vendre à perte, la crise énergétique, etc., la géopolitique, aujourd'hui la fiscalité du GNR. Enfin, on est toujours au quotidien empêché finalement de décarboner, si on dit concrètement les choses. On voudrait aller beaucoup plus vite, mais on a aussi le quotidien à gérer. Mais on a des chantiers de fond qu'on mène et on a de la chance chez Picoty d'avoir des gens acquis à la cause et qui s'approprient le projet de transformation de l'entreprise, avec notamment, par exemple, donc le chantier dont je parlais tout à l'heure de planification, chiffrage du plan de décarbonation, on a créé 11 groupes de travail. Donc là, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur business plan à 2030, 2040. Comment on fait pour faire ce transfert de masse en chiffres. Et puis, on a un truc assez important, et je dirais que c'est peut-être même l'essentiel, mais c'est aussi le plus difficile, c'est le changement de business model, le changement de logiciel, le changement d'état d'esprit pour sortir de cette croissance volumique et qui devrait nous aider à adresser la question de la consommation, de la sobriété. On a vu ce matin, moi j'entendais, et pourtant j'en écoute des discours, des débats, et je me disais on va encore pas assez loin, on prend pas des décisions assez radicales encore, mais je pense qu'en touchant au business model, et donc en expliquant aux équipes qu'on peut peut-être essayer de créer de la valeur autrement. Donc là, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est là où on vendait avant du gasoil au litre. Eh bien, est-ce qu'on ne peut pas essayer de complètement muter le modèle avec nos partenaires autour de la table, les donneurs d'ordre, les distributeurs comme nous, les producteurs d'énergie renouvelable, les transporteurs? Comment on peut essayer de changer la donne pour peut-être vendre du kilomètre décarboné et que finalement, plus on vend, plus on décarbone? Parce que là, encore aujourd'hui, plus on vend,
plus c'est grave pour l'humanité, quoi. Donc c'est compliqué. En tout cas, ce qu'on voit là, c'est qu'on est dans une phase pour l'ensemble des entreprises, et puis je pense que vous coopérez, donc vous en avez beaucoup parlé, c'est normal vraiment, où on passe de la prise de conscience à se confronter au réel, et donc à ces multitudes de tensions ou de compromis ou de devoir embarquer tout le monde pour que ça fonctionne. Donc on est en plein dedans. Si pour aller un peu sur la fin et puis garder du temps pour les questions, si vous aviez une baguette magique ou un conseil pour justement accélérer, relever ces défis, Amandine. Ouais, alors il y a plein de choses que j'aurais aimé vous dire en plus, mais voilà, passons à la fin. On arrive à la fin, c'est un peu frustrant. Alors, un conseil d'abord, du coup, je ferai ma baguette magique après. Un conseil, il faut tester, oser. Voilà, moi j'ai eu la chance d'avancer avec la gouvernance du groupement Astre qui a accepté de faire des tests, de construire au fur et à mesure. Et ça, ça n'a pas de prix, en fait, pour que ça marche, pour avoir une démarche qui colle vraiment bien à la structure, aux différentes parties prenantes. Baguette magique, coopérer, ça s'apprend, je pense. Spontanément, on ne sait pas forcément coopérer. Il faut un cadre à chaque fois, il faut accepter de le faire. Il y a des façons de coopérer quand on travaille entre deux entreprises. Nous, on travaille actuellement beaucoup avec Michelin. Voilà, on a réappris aussi à coopérer. C'est pas forcément évident. Donc en fait, cette notion de je sais coopérer, moi, ma baguette magique, eh ben, elle me permettrait de mettre comme une matière spécifique à l'école, de la maternelle jusqu'à la fin des études. On apprendrait à coopérer. On aurait aussi des modules spécifiques sur l'esprit critique. Ce serait pas mal. Voilà, c'est ma baguette magique. Forcément, j'adhère. Nicolas? Alors, un conseil, une baguette magique. Le conseil, ce sera emmener l'équipe, emmener les équipes. Laissons-nous surprendre par nos collaborateurs qui sont très inspirants, très inspirés. Je vais prendre un exemple qui illustre ce qui a été réalisé au sein du groupe Vinci. Le groupe Vinci a historiquement souvent associé ses collaborateurs dans différentes démarches. Et moi, je suis arrivé il y a une douzaine d'années dans le groupe, et à l'époque, il existait un grand prix de l'innovation. Donc tous les 2-3 ans, on demandait à toutes les entités de réfléchir sur des sujets innovants, et c'était l'innovation un peu en mode concours Lépine. Et il se trouve que depuis maintenant 3-4 ans, ce Grand Prix de l'innovation s'est transformé en Grand Prix de l'environnement. Et l'objectif, dans un premier temps, était trouver les idées qui permettent à vos entités de grandir dans la connaissance et dans la connaissance des enjeux, et aussi dans la manière de réduire notre empreinte, d'une part. Et le Grand Prix qui est actuellement en cours est allé encore plus loin. C'est maintenant quels sont les business qui peuvent naître de ces opportunités pour vos entités. Voilà. Et alors on n'a pas encore les résultats de l'action qui est en cours, mais on sait qu'on est déjà débordé par les volumes de réponses. Donc c'est absolument génial. Donc ça, c'est plutôt le conseil. La baguette magique, au-delà de l'huile de coude, pour la partie très traditionnelle de la baguette magique, je dirais que c'est l'approche collaborative, l'approche écosystémique. Il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on est dans des enjeux qui nous dépassent, et que la solution n'émergera que de l'échange, que de la co-construction. Et là, j'en ai fait l'expérience, et je pense que si vous n'aviez pas déjà cette conscience, eh bien, voilà, je pense que c'est une baguette magique. Merci. Je vais donner le mot de la fin de cet échange à Caroline, toujours sur le thème du conseil et de la baguette magique, pendant que vous préparez vos questions. De conseils, j'en ai pas. Si, peut-être, formez-vous. Prenez le temps. Prenez le temps de comprendre, lisez, échangez autour de vous. La baguette magique, elle est magique, hein. Elle est magique. Je pense que j'emmène les 1300 collaborateurs de Picoty et nos partenaires dans la forêt, se reconnecter au vivant,
Et je les embarque dans un parcours de transformation comme j'ai vécu. Il en existe plein, la CEC, toi tu diriges les 100 leaders pour la planète, il en existe plein d'autres. C'est vraiment un truc qui vous transforme en fait. On n'est plus le même à la sortie de ce parcours et tout ce qu'on a éventuellement appris, on le désapprend. C'est vrai qu'on n'a pas appris à coopérer. Naturellement, on a plutôt envie de foncer seul, sauf qu'ensemble, on va plus loin. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais je l'observe. Et donc, c'est plus compliqué de coopérer. Il faut choisir les bons partenaires qui acceptent de tester, de se planter. Voilà, donc je crois que je fais un truc du genre. Merci. Je vais passer le micro aux questions éventuelles. Est-ce que vous avez des questions sur ces retours d'expérience ou vous-même peut-être des retours d'expérience dont vous voulez faire part sur vos propres transformations ou ceux que vous observez autour de vous? On va juste laisser le micro pour que tout le monde puisse... Bonjour Amandine. Tu peux donner des exemples concrets de coopération, a fortiori toi étant coopérative, est-ce que c'est avec des entreprises, des acteurs publics, privés, et sous quelle forme elles se concrétisent? Alors, 3 exemples. Premier exemple en interne, et là, c'est justement par rapport au plan qu'on a mis en place de décarbonation. Voilà, on suit le référentiel NZI. Premier pilier, c'est notre priorité, justement, c'est de faire diminuer nos émissions de GES. Et là, c'est de la coopération en interne entre les Astriens, puisqu'on a un système de distribution palettisé qui s'appelle Palette System. Et là, on a décidé que sur l'année 2024, en fait, toutes les tractions, qui représentent 82% des kilomètres entre la traction et distribution, on allait faire un switch et passer avec des carburants alternatifs. Et quand on aura fini ce switch, on est à peu près à 50%, début juin on y était, on aura décarboné donc l'ensemble traction et distribution de 50%. Et ça, c'est de la coopération interne. Voilà, c'est le premier exemple de coopération interne. Deuxième exemple, c'est notre deuxième pilier du référentiel NZI, c'est-à-dire qu'on travaille avec nos parties prenantes pour qu'elles aussi, elles réduisent leurs émissions. Et là, en fait, c'est tout juste dévoilé. Donc, on travaille avec Michelin, je l'ai dit tout à l'heure. En fait, on va faire le 5 et 6 septembre chez Michelin à Clermont des ateliers de retour d'expérience, de partage, etc. Et on les co-construit. Donc, on est vraiment dans cette dynamique de coopération. Troisième exemple. Troisième pilier du référentiel NZI, la séquestration carbone. Bien évidemment, en tant que transporteur routier, on ne peut pas séquestrer de carbone. Donc, on est obligé, mais on le fait par choix aussi, hein, d'apporter un soutien financier à des personnes qui peuvent le faire. Le choix qui a été fait au niveau du groupement Astre, c'est de soutenir des agriculteurs. Parce qu'en fait, il y a plein de similitudes entre les chefs d'entreprise, transporteurs routiers et les agriculteurs. Des secteurs montrés du doigt, très émissifs en GES, qui doivent faire leur transition. C'est compliqué et en même temps, il y a un résultat quand il y a un changement des pratiques agricoles. Et puis en fait, nous, ça nous permet aussi de faire le lien avec d'autres limites planétaires. On en a parlé un petit peu sur tout ce qui est biodiversité, etc. Parce que là, il va falloir qu'on y aille. Là, on parle beaucoup de GES chez nous parce que c'est notre enjeu majeur, mais il va falloir qu'on prenne la tangente gentiment sur d'autres choses. Voilà, les exemples rapidement. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je vais vous donner le micro. Toujours pour Amandine, Clément Chandon, Iveco. Donc j'ai compris que la décarbonation s'était faite par les biocarburants aujourd'hui. J'aimerais savoir lesquels et quelle est la proportion des différents biocarburants. Alors, effectivement, on fonctionne. Ça rejoint un peu ce que vous avez dit tout à l'heure dans la précédente table ronde. On fonctionne avec ce qu'il y a maintenant, mais en ayant un regard sur demain. Voilà. Donc le parc des Astriens, il ressemble au parc qu'on trouve. On a un switch qui se fait sur le B100, HVO, BioGNV. Voilà. L'électrique, certains ils ont déjà fait le passage. Alors après, effectivement, il y a toutes les questions d'avitaillement qui se posent, les bornes, etc. Mais ça, c'est en train d'évoluer.
Et l'hydrogène, c'est pareil, on a certains astriens là, qui se lancent avec l'hydrogène. Le groupe BER, voilà, ça vous parle sûrement. Voilà, donc on fait avec les possibilités techniques actuelles pour décarboner au maximum. On n'a pas bloqué notre choix par rapport à une énergie. Et on essaie de penser à demain, justement, parce que par exemple, 2035, on ne pourra plus acheter de véhicules thermiques, en théorie. Ah, en théorie. 2035, on n'achète plus. Bah oui, mais bon, on verra. Y a-t-il une ultime question pour plusieurs... Alors on va essayer les dames d'abord. Allez-y. Bonjour, j'ai une question pour Vinci Autoroute. Est-ce que vous comparez ou faites des benchmarks avec d'autres pays, les autoroutes dans d'autres pays, pour identifier des axes d'amélioration, de décarbonation, utiliser la technologie par exemple pour diminuer pas juste les gaz à effet de serre, les péages, etc., qui ralentit, pour qu'il y ait moins d'émissions si on maintient une vitesse constante. Donc, ce type de calcul, etc. Alors, tout à fait. Et en l'occurrence, le programme dont je vais parler quelques secondes a été, pour le coup, déployé avant la COP21. Donc, c'est un sujet qu'on avait regardé assez tôt. C'est la mise en place de ce qu'on a appelé chez nous le télépéage sans arrêt. Donc c'est les voies qui sont réservées, qui aujourd'hui sont disponibles sur toutes les barrières pleines voies du réseau Vinci Autoroute, mais de tous les réseaux de France. Il y a des initiatives d'ailleurs qui vont encore au-delà. Sur Tours, par exemple, sur le réseau Vinci Autoroute, il y a certaines barrières où on a tout simplement même supprimé la barrière tout court. Vous avez, alors c'est pas Vinci Autoroute, mais je peux quand même en dire un mot, A14, A13, le réseau SANEF, qui est en train de passer également en ce qu'on appelle en free flow, c'est-à-dire absence totale de barrières. Donc oui, ces initiatives existent et elles tendent à se renforcer. On a des réflexions aussi chez Vinci Autoroute pour aller au-delà. Après, évidemment, il y a des enjeux de recouvrement de la recette, il y a des enjeux qui sont assez compliqués, qui doivent être accompagnés, mais clairement, on est dans ce mouvement-là. Ouais, alors je vais faire la dernière. Du coup, moi, je suis Christophe Dubruck, je travaille pour la société Life, on est producteur d'hydrogène renouvelable. Ma question s'adressait à tous les trois, mais peut-être en plus particulier au métier des transporteurs et notamment des astriens. Qu'est-ce qui, dans cette énergie-là, enfin, ce vecteur énergétique, qu'est-ce qui aujourd'hui déclenche les décisions des exploitants de transport ou les ralentit, à contrario, pour déployer cette énergie-là aux côtés de toutes celles qu'il faut déjà exploiter dès maintenant? Ouais, alors ça, c'est un exercice qu'on fait régulièrement. Parce qu'effectivement, il se pose plein de questions. Ça a été abordé dans l'atelier précédent. Qu'est-ce que je choisis? Comment, voilà. Et effectivement, derrière, il y a le coût, bien évidemment. Est-ce que mon client me suit ou pas? Voilà. Le réseau d'avitaillement. Est-ce que je vais devoir, ça a été abordé aussi un petit peu, est-ce que je vais devoir former ou pas mon personnel? Est-ce que je vais avoir des conditions de stockage, enfin d'installation spécifiques dans mon site? Est-ce que ça va me rajouter des risques ou pas? Voilà, c'est toutes ces questions-là et c'est très compliqué en fait parce que le client a choisi d'investir. Est-ce que on va travailler longtemps ensemble avec ce client-là? Est-ce que mes flux vont changer? Donc mes technologies aussi. Il y a une petite dose d'incertitude en fait. Merci. Écoutez, il est l'heure. Je vous remercie pour ces échanges et puis je vais vous demander d'applaudir bien sûr nos participants.